Social selling. Le meilleur moyen d'en être sûr, c'est d'utiliser l'extension Chrome qu'on appelle donc Facebook Pixel Helper et de faire un achat test en fait sur votre site. Et quand vous faites l'achat, quand vous arrivez sur la page de remerciement, vous cliquez sur l'extension et l'extension vous indiquera la valeur qui a été envoyée. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par l'agence J7 Media. Je suis votre animateur, votre host Antoine Dalmas et aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis avec quelqu'un que probablement vous connaissez très bien vu le succès de son épisode précédent. J'ai nommé Rémi Villepelet qui est notre expert tracking chez J7. Comment ça va Rémi ? Ça va super bien et toi Antoine ? Écoute, ça va très bien. À noter que Rémi et moi, on s'est enfin vus au Canada c'était en janvier d'ailleurs. Je dois dire que tu es une très belle personne. Ça a été une très belle rencontre, voilà. Merci, je te retourne le compliment. Oh, merci. Écoute, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, avec Rémi, on a fait un épisode qui s'appelait Comment traquer ses résultats sur Facebook Ads, qui avait été très très bien reçu. Pour la peine, je l'ai reposté le 3 février 2023, donc comme ça vous n'avez pas à aller chercher parce que c'était en 2022 que je l'avais sorti. Il reste complètement d'actualité. Il est très 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 technique et très informatif, donc je vous recommande vraiment d'y aller. Et aujourd'hui, je me suis dit que c'était intéressant de faire revenir Rémi parce que je voyais dans l'académie, donc notre service pour média buyer avancé en publicité Facebook, qu'il y avait beaucoup de questions en ce moment sur le tracking, que ce soit sur Facebook Ads, mais que ce soit aussi un peu sur Google Ads et donc le marketing numérique en général. Et je me suis dit que ça serait intéressant de te faire revenir pour te poser les 11 questions les plus populaires, c'est-à-dire les 11 questions qu'on te pose le plus souvent, comme ça à la volée, sur Slack ou par mail, à propos du tracking en Facebook Ads et marketing numérique. Alors, petit spoiler avant de te lancer, c'est un épisode qui va nécessairement être un peu technique, je dois l'admettre, mais écoutez bien parce que ça se peut qu'une des questions, ça soit quelque chose que vous viviez en ce moment même sans arriver à mettre un mot dessus. Aussi, avant de nous lancer, j'aimerais que tu définisses 3 termes que tu vas très souvent utiliser. Rémi, je parle évidemment de GA4, que je te laisse définir. Yes, donc GA4, c'est une méthode de collecte de données et d'analyse qui est fournie par Google Analytics, par Google plus largement. Et du coup, c'est la dernière version de Google Analytics, en fait, celle qui succède du coup à Universal Analytics. D'accord, parce qu'Universal Analytics va bientôt se terminer, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc on a eu pas des mises en garde, mais Google a prévenu tout le monde l'été dernier que Universal Analytics sera mise en fin entre guillemets, sera arrêtée à partir de juillet de cette année. Donc c'est pour ça qu'on voit une grosse vague de migration de Universal Analytics vers GA4 ou même parfois vers d'autres outils de web analyst. Donc, Ok, d'accord. Ensuite, le GTM alias Google Tag Manager. Yes, alors GTM, donc c'est les 3 lettres qu'on utilise pour référer donc à Google Tag Manager parce que c'est un grand nom, c'est un long nom. Et du coup, Google Tag Manager, en fait, c'est un TMS, donc encore un autre acronyme. TMS veut dire Tag Management System. Et en fait, l'idée de ça, c'est que c'est une sorte de logiciel qu'on va installer sur le site. Et en fait, ça va centraliser toutes les balises de tracking sur notre site web. Donc, plutôt que d'installer plein de morceaux de code pour les multiples régies qu'on va utiliser, on va en installer juste un morceau de code qui va être GTM, sur lequel derrière on va venir installer donc les différentes balises. Et après, on peut faire même plein d'autres choses, mais on va pas aller dans ce détail-là aujourd'hui, quoi. D'accord. Et dernier, d'ailleurs, petite parenthèse, mais dans notre premier épisode ensemble, donc qui est le 3 février 2023, j'ai fait définir à Rémi peut-être 10 ou 15 mots. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, allez sur cet épisode, vraiment, il est parfait. Et dernier point avant qu'on commence, le Conversion API, alias CAPI. Yes, alors le CAPI, comme on l'appelle souvent, c'est la solution donc je vais encore rentrer dans un autre terme technique. Désolé, ça va être acronyme. Donc c'est la solution de tracking serveur de la part de Facebook. En fait, tout simplement, ce qu'il faut comprendre par ça, c'est que avant Facebook et même toujours suivait les conversions et les différentes actions via ce qu'on appelle le pixel. Donc ça, c'est un suivi qui se passe sur votre navigateur web. Et en fait, le CAPI, donc c'est un tracking qui se passe côté serveur. Donc c'est-à-dire qu'on va
envoyer la donnée d'une manière un petit peu différente et elle vient, si tu veux, compléter, on va dire, le pixel aujourd'hui. Elle va petit à petit remplacer, on va dire, le pixel, mais pour l'instant, elle arrive vraiment comme support et donc c'est une sorte de deuxième méthode en fait pour compléter votre tracking Facebook Ads, quoi. Parfait. Ok. Et ben maintenant qu'on a bien défini le sujet, on va pouvoir y aller. Je te pose la toute première question, Rémi. Voilà, j'ai 2 fois plus de conversions dans le gestionnaire d'événements Facebook après avoir installé le Conversion API. Est-ce que c'est normal? Yes, donc ça c'est totalement normal. Même moi au début, j'avais fait l'erreur. Et en fait, c'est même un bon signe si vous avez un volume qui est proche du double, voire un petit peu plus, un petit peu moins, ça dépend de ce que vous avez en vrai dans votre back office. Donc, pour donner un exemple très rapide, si vous avez 100 achats dans votre back office, vous devriez normalement avoir dans votre gestionnaire d'événements Facebook 200 événements de purchase qui sont déclenchés. En fait, ça s'explique parce que le volume qui s'affiche dans l'overview du gestionnaire d'événements Facebook, ça indique le volume d'événements reçus avant processing. C'est-à-dire? Donc en fait, Facebook, ils vont dédupliquer les événements au moment du processing. Et en fait, c'est normal d'avoir le double. Donc quand on parle de processing, c'est-à-dire qu'on va envoyer les données à Facebook. Donc on va les envoyer une fois via le pixel et une fois via donc le Facebook CAPI, donc le serveur, quoi. Et en fait, Facebook va recevoir donc ces 2 événements qui ont été faits par la même personne et ensuite ils vont les processer, donc ils vont les analyser, les emmener dans le système, on va dire. C'est un peu plus technique que ça, mais au moment du processing, ils vont regarder du coup si ces 2 événements ont un identifiant identique pour les dédupliquer, se dire ok, ces 2 événements c'est la même chose. Ils ont juste été reçus de 2 manières différentes, une fois par le pixel, une fois par le serveur, et on va les dédupliquer, et derrière, ça ne fait qu'un seul événement. D'accord. Donc, dans le gestionnaire d'événements Facebook Ads, il te présente la partie avant, où tu as le pixel et à la fois le CAPI qui t'envoie des événements. Et c'est derrière en cuisine qui vont centraliser en fait ces 2 événements grâce à l'ID unique qu'ils peuvent retrouver à la fois sur le pixel et le CAPI, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. En fait, c'est votre volume d'événements qui sont déclenchés avant déduplication. D'accord. Donc du coup ça non, on l'a dit dans la question quand on a installé le CAPI, donc c'est bon. Ok, parfait. Ok, mais au moins on le sait. Question numéro 2, pourquoi y a-t-il plus de conversions dans le gestionnaire d'événements que dans les conversions Google Ads? Yes, alors ça, du coup, c'est tout simplement parce que Google Ads, donc quand on parle du gestionnaire d'événements, on parle du gestionnaire d'événements Facebook. Donc c'est tout simplement parce que Google Ads, dans ton onglet conversion, en fait, il t'indique le nombre de conversions qui ont été attribuées à une campagne ou à une annonce Google Ads. Okay. À l'inverse, Facebook, lui, va t'indiquer le nombre total. Donc chaque fois que votre balise se déclenche, même celles qui n'ont pas été attribuées à une annonce. Donc c'est normal que quand tu as 100 achats sur ton site web, il n'y a pas forcément 100 achats qui viennent de Google Ads. Donc Google Ads va t'en afficher peut-être juste 20 s'il pense qu'il n'y en a que 20 qui sont attribués aux publicités. Donc du coup, ça c'est une notion qui est assez importante à savoir. Les balises de conversion se déclenchent même si vous arrivez sur le site web de manière totalement organique. Donc la manière dont ça fonctionne, c'est pas la balise ne va pas se déclencher que si on a détecté un clic sur une annonce en fait. C'est pour ça que Facebook, lui, il remonte tout le volume et après il fait l'attribution au niveau du gestionnaire de campagne du coup. Effectivement, ok. Et question suivante, ça je me souviens, on en avait parlé d'ailleurs dans notre premier épisode tous les deux. Quel est l'avantage d'installer le CAPI via Google Tag Manager comparé au plugin ou intégration partenaire? Je vais définir un peu, c'est-à-dire que vous êtes un Shopify, vous voulez installer le CAPI via Shopify, eh bien, si jamais il y a des problèmes, entre guillemets, vous saurez pas trop comment le gérer, alors qu'avec Google Tag Manager, oui. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Pardon, d'ailleurs, je réponds à ta propre question. Yes, il me vole la vedette. Désolé. Non, mais il y a pas de souci, t'as bien résumé l'idée. Et en fait, ouais, ça c'est un très bon exemple et on y est constamment en fait dans cette situation. Donc pour moi en fait, ouais, le gros avantage c'est le contrôle et la facilité de diagnostic en cas de problème. Avec un plugin, il y a tout qui est opaque, donc c'est-à-dire qu'on peut quasiment rien faire de custom. Et c'est le but d'un plugin, c'est qu'on va simplifier la tâche au maximum, donc du coup on va donner moins d'options à l'utilisateur. Mais du coup, s'il y a un problème, les outils de test de Facebook par exemple, en plus ils fonctionnent rarement avec ces plugins. On a l'exemple de ClickFunnels, ça marche pas bien en fait, tout simplement. Avec GTM,
L'avantage qu'on a, c'est qu'on a le preview mode qui nous permet de savoir les raisons exactes, la plupart du temps, du non-déclenchement d'une balise, du coup de le réparer derrière. Et en plus, on a accès à beaucoup plus de données pour envoyer des informations complètes, précises et variables, surtout aux régies comme la valeur d'achat, par exemple. Et d'ailleurs, avec GTM, il y a un truc que j'apprécie énormément, c'est que si tu lances une nouvelle version, donc avec des nouveaux trucs à traquer, et si jamais tout casse, tu peux revenir en un clic à l'ancienne version et même voir à d'anciennes versions. Tu rajoutes des couches en fait de tracking et dès lors que quelque chose fonctionne pas, tu reviens très très vite en arrière. C'est extrêmement apprécié. Question suivante, à quoi sert le nouveau Google Tag ? Ok, donc là, ça va être une longue réponse, je préviens, parce que c'est un sujet, c'est une question qui est un petit peu technique. Mais du coup, le nouveau Google Tag, comme on me le dit souvent, beaucoup de personnes ils pensent ou ont cru que c'était un nouvel outil révolutionnaire qui allait venir remplacer tous les tags Google par un seul et unique tag. Et en fait, c'est pas vraiment ça. En fait, le Google Tag, donc c'est juste un nouveau nom que Google donne à une méthode d'installation des outils Google comme les conversions Google Ads, les balises Google Analytics ou leur events. Okay. Cette méthode-là, c'est l'utilisation d'un script qu'on appelle le gtag.js. Et avant, en fait, cette méthode-là, elle s'appelait le Google Site Tag. Okay. Et en fait, elle a tout simplement été renommée parce qu'avec GA4, ce tag, il a apporté de nouvelles fonctionnalités assez intéressantes, comme la récolte automatique de certains événements, bien qu'ils sont normalement assez faciles à récolter, mais voilà, ce tag maintenant permet de les récolter automatiquement, même si c'est pas la manière la plus fiable, mais ça le fait si besoin. Mais du coup, l'utilisation de cette méthode, elle a vraiment un sens que si vous n'avez pas la possibilité d'utiliser GTM, en fait. En gros, si vous avez déjà vos balises Google Ads, Google Analytics, etc. installées via GTM, vous n'avez pas besoin d'avoir en plus le Google Tag. En fait, c'est pas un nouveau tag, c'est vraiment juste une autre manière d'installer vos balises Google Ads, pas Facebook, mais Analytics, etc. quoi. Ok, merci pour la clarification. Comment choisir une seule conversion pour sa campagne Google Ads au lieu de l'objectif qui comprend toutes les conversions ? Yes, alors ça c'est un petit souci qu'on a pu voir des fois dans certains comptes, c'est que quand la personne va lancer sa publicité, elle va utiliser donc ce qu'on appelle un objectif. Et du coup, quand on a plusieurs actions de conversion dans son compte Google Ads, sous l'objectif par exemple formulaire de prospection, on va pouvoir en sélectionner qu'une seule si on veut. Si vous souhaitez optimiser par exemple une campagne sur une action de conversion unique, vous pouvez créer ce qu'on appelle un custom goal dans la partie conversion de votre compte Google Ads et sélectionner la conversion unique que vous voulez optimiser, quoi. Vous pourrez ensuite sélectionner ce custom goal dans les paramètres de votre campagne et optimiser uniquement cette action. C'est tout bête, mais curieusement, c'est une chose que pas mal de personnes ne connaissent pas et ils vont par défaut en fait sélectionner un goal qui du coup comprend vraiment toutes les conversions qu'il y a en dessous. À tous les auditeurs du podcast Social Selling, j'ai une question pour vous. Aujourd'hui, est-ce que vos campagnes Facebook Ads fonctionnent à la hauteur de vos attentes? Est-ce que malgré les tests que vous faites, vous blâmez encore iOS 14 pour vos résultats à la baisse? Dans la dernière année, chez J7 Media, on a redoublé d'efforts dans nos tests et on sent une nette amélioration avec les campagnes de l'ensemble de nos clients. En plus de campagnes Facebook Ads, on a également amené à notre agence des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Klaviyo. Un studio vidéo orienté sur la création de contenu natif et plusieurs autres services vous permettant d'accélérer votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour terminer l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.j7media.com/social selling. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, média au singulier.com, SOCIALSELLING, ou encore écrivez-moi directement en privé sur LinkedIn. Et je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels. De retour à l'épisode en cours. On revient à Facebook, du coup. Mon trafic Facebook Ads n'est pas affecté au canal Paid Social dans GA4. Comment pallier à ça? Yes, donc ça, souvent, le souci, il vient des UTM. Soit vous n'avez pas d'UTM dans les URL de vos annonces Facebook Ads, soit vos UTM, ils ne correspondent pas en fait aux directives de la documentation de GA4 concernant les groupements de canaux par défaut. Il faut absolument en fait que l'UTM source de votre URL corresponde à facebook.me, Facebook ou facebook.com.
Et aussi que l'UTM Medium corresponde à PPC ou Paid. Il me semble que CPC fonctionne aussi. Donc là, c'est plein de petits termes un petit peu qui paraissent techniques ou quoi. Mais Google a une page avec vraiment toute la documentation par rapport à ça. Et pour la liste des valeurs prises en compte, voilà. Justement, comme je disais, dans la page d'aide de Google, on peut télécharger en fait un Google Sheet qui rassemble vraiment tous les URL et qui va vous dire, OK, cette URL, nous, on le fait correspondre à tel canal, etc., etc. Donc, ça peut vous aider. On vous recommande fortement, si vous utilisez GA4 ou de manière générale, si vous avez plusieurs sources d'acquisition de trafic et même de retargeting, d'utiliser ce genre d'outils et puis surtout de bien les paramétrer parce que ça vous permet d'avoir une meilleure vision de ce qui se passe sur votre back-end et puis sur votre business et de ce fait de prendre de meilleures décisions quant à l'optimisation ou même l'arrêt de certains canaux, que ce soit Facebook, que ce soit du TikTok, que ce soit du Google Ads. Vraiment, faites ça proprement via les UTM comme dit Rémi. Rémi, autre question. Comment améliorer le score de matching de mes events Facebook, Pixel ou Capi? Je vais juste préciser un petit peu. Lorsque vous êtes dans votre event manager ou gestionnaire d'événements de publicité Facebook, vous avez pu observer que vos events ont des scores et du coup, l'idée, c'est forcément d'avoir le plus élevé parce que vous avez plus d'informations, vous avez de la meilleure attribution, voilà, c'est tout mieux. Voilà, dites-vous ça, c'est tout mieux. Rémi, je te laisse la parole. Yes. D'ailleurs, ça, pour la petite histoire avant, c'était maintenant Facebook nous dit le score est bon, mauvais ou excellent. Good. Et avant, c'était un score sur 10 et moi, je préférais ça énormément parce que du coup, ça fait moins peur, entre guillemets. Si les gens se disent, on a 6 et on peut dire que 6, c'est bien. Maintenant, il dit good, mauvais. Donc, mauvais, ça fait très peur tout de suite. Ouais. Donc, pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut juste arriver, je dis juste, il faut arriver, en fait, à transmettre plus de données utilisateurs à l'API. Qu'en gros, quand on parle de données utilisateurs, on parle email, numéro de téléphone, prénom, adresse, etc. Le tout anonymisé, bien sûr. Donc, on va utiliser le terme haché, d'accord, pour ne pas enfreindre les règles RGPD, quoi. D'accord. Et sur une intégration ultra standard, par exemple avec Shopify, est-ce que sans rentrer dans l'ultra technique, tu aurais par exemple, tu indiquerais à un annonceur de faire telle ou telle chose. Imaginons qu'il soit en good, c'est-à-dire la deuxième barre parce que tu as poor, good, excellent, quelque chose comme ça. Ouais. Ça serait quoi une des petites techniques justement pour améliorer ça, pour transmettre plus de données? La meilleure façon d'avoir un meilleur score, c'est d'arriver à transmettre soit l'email ou le numéro de téléphone, parce que c'est en fait ces deux informations qui sont cruciales pour créer un compte Facebook. Donc lui, Facebook, s'il a cette information-là, il arrivera à faire le lien avec un compte Facebook plus facilement que si vous transmettez le zip code, par exemple. D'accord. Mais pour un utilisateur Shopify, par exemple, la meilleure moyen d'avoir un bon score de matching, c'est d'utiliser à ce jour, d'utiliser l'intégration partenaire, parce qu'elle le fait en fait par défaut, elle va transmettre le maximum d'informations qu'elle a à Facebook. Si après vous avez une installation plus custom et même en restant sur du standard, le mieux c'est de voir avec votre développeur pour transmettre du coup ces informations quand vous les avez. Et ça pour information, pour ceux qui mettent ça en place sur justement des tracking, on va dire un petit peu custom, faut pas s'étonner en fait si on a un score de matching qui est bas sur des événements avant l'achat par exemple, parce que forcément si on arrive sur le site web sans être connecté ou quoi, et qu'on fait un ajout au panier par exemple, le site web va pas avoir les informations d'email, de téléphone, etc. Donc ça c'est normal si du coup elles sont pas transmises et que derrière vous avez un score plus faible, quoi. D'accord. Je te pose une autre question qui en plus a été débattue un peu dans l'académie en concernant le rapport d'un client. Est-ce que la valeur de conversion achat, elle est en hors taxe ou en toute taxe comprise? Yes, alors ça, sur GTM, ça va dépendre de ce que vous choisissez d'envoyer. Si votre tracking il est mis en place sur GTM, vous avez le choix entre guillemets avec les données que vous avez. Avec les intégrations partenaires et les plugins, c'est plus souvent eux qui décident en fait ce qu'ils envoient. Si on prend le cas de Shopify par exemple, le canal de vente Facebook envoie les valeurs hors taxe pour les sites US, mais pour les sites français, je suis vraiment pas sûr concernant l'événement d'achat. Ce que je suis sûr, c'est que sur les événements classiques, il envoie vraiment le TTC. Mais il me semble qu'on avait fait le test et qu'on avait trouvé que sur l'événement d'achat, c'était la valeur hors taxe qui était envoyée. Donc ça, le meilleur moyen d'en être sûr, c'est d'utiliser l'extension Chrome qu'on appelle donc Facebook Pixel Helper, et de faire un achat test en fait sur votre site. Et quand vous faites l'achat, quand vous arrivez sur la page de remerciement,
vous cliquez sur l'extension et l'extension vous indiquera la valeur qui a été envoyée et transmise à Facebook avec l'événement d'achat. Du coup, vous pourrez voir à ce moment-là si ça correspond à la valeur hors taxe ou TTC de votre vente. Et ça change beaucoup de choses, effectivement. Donc, soyez sûr de ce que vous envoyez et de ce que vous faites comme rapport derrière. Question suivante. Comment régler les erreurs de type pixel, potential, violation, personal data? J'ai fait du franglais. Yes, un mix vous avez total. compris. Il y a un problème, violation de personal data sur votre pixel. Voilà. Ouais, donc ça, on l'a souvent eu, surtout pour des clients qui sont dans le domaine dans la niche de santé, en fait. Donc ça, les URL des pages, souvent, elles vont comporter des noms de maladies qui sont du coup traités par le produit en question qui est vendu. Et du coup, ça, c'est pris comme une violation des informations médicales privées des utilisateurs parce que, en fait, du coup, cette information, elle est envoyée avec l'URL et le pixel se dit, OK, ça, c'est une condition de cet utilisateur, quoi. C'est sa maladie. Alors que c'est pas vraiment ça. Pour éviter ça, du coup, le mieux, c'est d'éviter d'inclure ces termes dans vos chemins d'URL. Parce que du coup, vu que le chemin, c'est ce qu'il y a juste derrière votre nom de domaine, vu que ce chemin, il est capté avec tous les événements en fait de pages vues, il va être envoyé avec cet événement-là. Ok. Aussi, on a certains outils qui, après une commande ou après l'envoi d'un formulaire, ajoutent les valeurs du formulaire, comme l'email de la personne, etc., dans le chemin de l'URL. Donc ça aussi, c'est quelque chose à éviter parce que ça transmet du coup des informations qui sont très personnelles, le nom, le prénom, l'email, aux outils de suivi. Donc ça, vous allez avoir la même erreur pour ce type de situation. Ok. Quels sont les avantages du tracking server-side? Peut-être l'expliquer aussi rapidement. Yes, donc ouais, on revient souvent avec des termes techniques. Donc comme on le disait avant, le tracking server-side, en fait, c'est un petit peu comme le CAPI pour Facebook. Donc c'est une autre méthode de faire le suivi. Donc de base, on va avoir ce qu'on appelle le suivi client-side, donc ce qui se passe sur votre navigateur. Et le server-side, en fait, on va dans un premier temps envoyer les données à du coup ce qu'on appelle un conteneur serveur, donc qui est hébergé sur votre nom de domaine. Donc du coup, c'est de la data qui est envoyée à vous-même entre guillemets dans un premier temps. Et derrière, on va l'envoyer aux différentes régies. Ok. Donc le premier avantage de ça, il y en a pas mal, mais je vais vous citer les principaux. Un des premiers avantages, donc c'est on obtient une meilleure rapidité du chargement du site, parce que le chargement du coup des différents scripts de suivi, des différentes balises, il est géré en fait par le serveur et pas par votre site web lui-même. Donc du coup, votre site web il a moins de choses à gérer et il se charge plus rapidement. Alors le deuxième avantage, ça va être un meilleur contrôle sur les données que vous manipulez. Donc ces données, elles sont envoyées d'abord à votre serveur et ensuite c'est vous qui allez choisir vraiment exactement celles que vous voulez transmettre aux régies et aux outils d'analyse. Donc vous avez vraiment plus de contrôle. La troisième chose, donc ça va être la réduction de la perte des données causée par les bloqueurs de publicité et les cookies des navigateurs comme Safari et Firefox. Donc ces navigateurs, ils ont souvent des fonctionnalités par défaut entre guillemets qui vont bloquer les cookies, qui vont bloquer le suivi. Donc du coup, ça permet un petit peu de zigzaguer et de contourner ça. D'accord. Et enfin, donc ça permet l'augmentation de la durée de vie des cookies sur les navigateurs, comme Safari par exemple. Donc ça, tout simplement, les navigateurs comme Safari, ils vont supprimer, on va dire, vos cookies au bout de 7 jours. Et du coup, le tracking server-side, on va pouvoir allonger la durée de vie de ces cookies jusqu'à 1 an, 2 ans, etc., quoi. Parfait. Et du coup, ça me donne la transition sur la dernière question. Quelle est la différence entre cookie first party et cookie third party? Donc première partie, troisième partie. Yes, donc ça c'est pareil, c'est un sujet qui est assez débattu et assez complexe, donc on va essayer de le simplifier au maximum. En fait, un cookie first party, c'est un cookie qui va être créé par le domaine du site que vous visitez. Donc du coup, il est accessible uniquement par ce domaine sur le navigateur de l'utilisateur. Un cookie third party, donc ça va être installé par ce qu'on appelle un serveur tiers, donc une autre personne, on va dire, que votre domaine, et ils vont être accessibles dès que le serveur de ce tiers est chargé. Donc la grosse différence ici, c'est que les infos transmises, elles sont utilisées donc par le tiers pour savoir ce que l'utilisateur fait sur plein de sites différents. Donc souvent l'exemple phare, c'est le cookie Facebook, entre guillemets. Et du coup, vu que tous les sites web quasiment ont un pixel, dès que le pixel se charge, pouf, le cookie se charge aussi et est accessible par Facebook, quoi. Donc c'est abstrait comme notion, mais le tracking server-side, du coup, il permet entre autres de se préparer à un monde qui sera dépourvu de cookies tiers parce que on le voit, c'est la fin des cookies tiers, elle est annoncée depuis pas mal de temps et elle arrive. Donc du coup, le tracking server-side va permettre de se préparer à ça un petit peu.
Effectivement. Donc, installez le Conversion API, regardez un peu ce que ça rend le Google Tag Manager et vous laissez pas déborder par ce genre de sujet parce que c'est assez important. Et puis, ça va aussi expliquer un peu la qualité de vos campagnes et de vos résultats derrière, parce que si vous reposez uniquement sur le pixel, vous allez partir de très, 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 très loin. Rémi, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir pris le temps d'expliquer, d'avoir donné plus d'acronymes que de réponses sur cet épisode. Je rigole évidemment. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. On va conclure là-dessus. Est-ce que tu as envie de donner un dernier mot, de donner un dernier conseil? Alors le dernier conseil, ce serait vraiment de ne pas trop attendre pour régler vos problèmes de tracking. Et là, je dis pas ça pour prêcher ma paroisse, mais c'est vraiment un conseil. On le voit aujourd'hui avec la migration vers GA4, etc. Attendez pas à la dernière minute parce que le problème, c'est que vous allez avoir un shortage, entre guillemets, d'experts qui vont pouvoir mettre ça en place pour vous. Et derrière, vous aurez potentiellement 1 mois, 2 mois sans donner et vous y serez pris trop tard, en fait. Donc, prenez ce sujet non pas à la légère, mais prenez-le au sérieux et vos campagnes vous remercieront. Effectivement, je rappelle Rémi du coup est dans la J7 Academy. Si vous êtes membre de la J7 Academy, vous pourrez échanger avec lui, vous pourrez lui demander des conseils, lui poser des questions. Donc voilà, si jamais le tracking c'est quelque chose qui vous pose énormément de problèmes, rejoignez-nous. Le lien pour l'inscription est dans les notes de l'émission. Quant à moi, je vous remercie à nouveau d'avoir été avec nous, de nous suivre. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à venir mettre une petite note, un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Social Selling. Social selling. Social selling.